OK. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois encore, merci de votre participation à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la gestion de crédit en période de pandémie, notamment la pandémie actuelle de la COVID-19. Alors, je voudrais d'abord dire que nous avons choisi de couper les micros et les vidéos des participants pour faciliter un peu la diffusion, le déroulement du webinaire. Et quand on va finir la présentation, on pourra ensuite donner la parole aux gens qui voulaient avoir des questions ou qui ont des questions ou bien qui ont des messages à faire passer. Donc, je voudrais m'assurer que, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Si oui, vous pouvez m'écrire directement dans la boîte chat. Est-ce que vous m'envoyez, Monsieur Diaco, vous me voyez bien? OK. Monsieur Amegleto, vous me voyez? Vous pouvez m'écrire directement dans la boîte chat. OK, donc tout le monde me voit bien. OK, merci beaucoup. Alors, donc, comme je le disais, le thème de ce webinaire, c'est la gestion de risque crédit, parce que, comme on a vu dans notre dernier webinaire, il y a effectivement des effets négatifs de la pandémie sur nos activités de crédit. Donc, avec ce webinaire, nous allons voir comment, malgré la crise, malgré la pandémie, nous allons continuer à faire notre activité. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais me permettre de vous parler un peu de notre cabinet qui organise aujourd'hui ce webinaire. Donc, pour ceux qui avaient déjà l'expérience, qui avaient déjà eu l'occasion de participer à nos activités, à nos derniers webinaires. Donc, c'est un cabinet d'appui conseil qui est basé au Bénin, qui veut accompagner les institutions, les organisations dans la transformation, l'amélioration des performances et la satisfaction des clients. Nous sommes disponibles, nous offrons des services d'études, de formation en gestion des ressources humaines, mais aussi au niveau de la communication digitale. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins orientés vers le secteur de la microfinance au regard des parcours des différents acteurs, animateurs actuels du cabinet, et nous avons déjà des expériences de services, de prestation de services avec quelques acteurs importants dont vous voyez là. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir, toujours conformément à notre logique qui est toutes les expertises à votre portée. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui un de nos experts qui est à la personne de M. Amegleto, Gilbert Amegleto. Il est actuellement directeur de la délégation technique de la régionale Ouémé Plateau au niveau de la FCK. Donc, c'est lui qui s'occupe de l'assistance technique, de suivi, de rapprocher de l'ensemble des caisses au niveau des départements de Lomé et du Plateau au niveau du Bénin. Donc, vous connaissez bien la FECECAM, c'est la plus grande fédération de mutuelles, de caisses, sur la forme mutualiste et qui opère au Bénin. Donc, c'est plus de 40 ans d'expérience, d'existence au niveau de cette caisse-là. Donc, aujourd'hui, notre expert qui vient de ce réseau va nous parler un peu de la gestion du crédit, hein, mais en période de pandémie. Ça, c'est ce qui est important. Donc, nous allons voir dans un premier temps des rappels de ce que vous connaissez peut-être déjà. Et ensuite, maintenant, concrètement, par rapport à la pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion des risques, des risques liés au crédit pendant cette pandémie. Donc, je vais de ce pas donner la parole à M. Amegleto, et qui va, avant de continuer, se présenter, d'accord, et
commencer par faire sa présentation. Merci beaucoup, M. Amélie-Breton, d'avoir accepté de nous accompagner sur ce webinaire. Et nous espérons que les participants seront très satisfaits de leur présence, de leur participation à ce webinaire. Donc, vous pouvez activer votre micro et votre et caméra aussi, monsieur Amélie-Breton. OK, parfait. Donc, la caméra active. Vous avez la parole. OK. Voilà. Non, attendez. Donc, il y a une erreur ici, là. Bon, est-ce que la caméra semble n'est pas active? D'accord, c'est pas grave, vous pouvez. Permettez-moi de reprendre un peu. Oui. Allez-y. OK, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Oui. Vous pouvez vous présenter un peu brièvement en complément de ce que j'ai dit avant de démarrer votre présentation. Vous avez tout dit. Donc, en complément de ça, c'est que je participe aux différentes formations de l'association professionnelle des SFD du Bénin, qu'on appelle Consortium Alafia, depuis plus de 10 ans. Donc, je forme pour cette association des acteurs de crédit sur la gestion des crédits et également la gestion des crédits au PME. Bon, donc, je forme également sur les aspects de marketing parce que j'ai occupé des postes de responsable marketing à la FESECAM pendant plus de 5 ans. Donc, je pense que c'est les éléments que je peux compléter. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec les amis sur la gestion du crédit et surtout les questions liées au risque crédit parce que nous sommes en période de pandémie. Depuis que moi je suis né, c'est la première fois que ça arrive. Donc, on a appris qu'en 1918, il y a eu des pandémies. Donc, mais là, on est en plein dedans. Donc, par rapport au coronavirus, la pandémie de la COVID-19, on a constaté qu'il y a eu une évolution très rapide de la contamination à travers le monde. Tous les continents ont été touchés. Et les mesures qui ont été prises par les différents gouvernements, c'est les mesures de confinement. Il faut faire la distanciation sociale, alors qu'on sait que beaucoup d'activités nécessitent que les gens aient des brassages. Également, sur les activités économiques et sociales, on constate que les entreprises non agricoles sont les plus durement touchées. En fait, ces entreprises qui sont pour la plupart en ville, et on va le voir tout à l'heure en termes d'impact sur les entreprises, on va le voir. L'effet sur les IMF, c'est que les portefeuilles à risque sont en train de monter. Et surtout, quand on parle de portefeuille à risque, quand on prend surtout le portefeuille à risque un jour, parce que l'impact va être plus, avant d'atteindre le portefeuille à risque 30 jours et autres, on va attendre quelques temps, mais au moins le portefeuille à risque un jour, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, ça a augmenté. Selon des enquêtes, c'est que dans certains IMF, ça allait jusqu'à près de 78%. On peut continuer? Donc, ça nous amène à me dire, mais écoutez, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il faut carrément arrêter le crédit ou bien est-ce qu'il faut continuer? Donc, nous savons que les IMF offrent l'accès aux services financiers à plus de 140 millions de personnes dans le monde qui ont des revenus très, très faibles et des personnes qui ont des difficultés. Donc, ces emprunteurs à subvenir leurs besoins fondamentaux. Donc, il leur faut cette aide-là. Et maintenant, si ces personnes-là sont confinées et qu'on ne peut pas leur donner du crédit, comment elles vont survivre? Également, il faut constater, je l'ai dit tantôt par rapport au portefeuille à risque, que le taux de remboursement, d'accord, est en train de baisser, alors qu'il est démontré que pour les institutions de microfinance, si le taux de remboursement qui normalement doit être de 95% et plus, d'accord, baissait à 85% en une année, ça peut amener plusieurs IMF à la faillite. Parce qu'il y a les règles de provisionnement qui sont là et qui sont rigides dans plusieurs régions de l'Afrique et même du monde. Donc, avant de revenir sur les risques spécifiques que nous avons pendant cette période, nous allons définir un peu la notion de risque, de gestion de risque, parce que nous sommes en train de dire comment gérer le risque
et surtout les risques crédits dans une période où on a affaire à une pandémie qui fait que les gens ne peuvent pas faire tout ce qu'ils faisaient. Donc, on sait très bien que l'homme, l'individu ou bien l'être humain a une aversion pour le risque parce que tout le temps, on dit, bon, voilà, tel risque n'est pas calculé ou bien tel secteur est trop risqué. Voilà, donc c'est ce que nous disons souvent, le risque, comme on le sait déjà, c'est un événement dont l'occurrence est incertaine. Donc, un risque, ce n'est pas qu'on sait que ça va venir, non, c'est que ça pourrait venir, donc, mais dont la réalisation affecte, si jamais ce risque-là se produisait, ça peut affecter les objectifs de l'entreprise qui va subir ce risque. Donc, là, il faut se préparer à ça. Mais, et la gestion des risques, ça regroupe toutes les activités, d'accord, qui consistent donc, par exemple, à identifier, mesurer, mitiger et suivre systématiquement les différents risques auxquels fait face l'institution. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut identifier les différents risques que nous avons, les mesurer et travailler à ce qu'on puisse, l'institution, en les subissant, puisse toujours rester là. En termes de classification des risques, nous avons 4 grandes catégories et qui se résument et qui ont un impact sur ce qu'on appelle le risque de réputation. Nous avons ce qu'on appelle les risques sociaux. Vous allez voir, les détails sont là, où on peut dériver de sa mission, on peut ne pas faire ce qu'on avait prévu. Nous avons les risques opérationnels. Parmi les risques opérationnels, ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le risque crédit. D'accord, nous avons les risques de fraude également, de sécurité. Nous avons les risques financiers, donc la pérennité financière, la viabilité de l'institution, la gestion bilancielle. Nous avons les risques externes qui sont liés par exemple à la réglementation, donc suivant chaque réglementation de chaque région du monde ou de l'Afrique. Voilà, donc c'est les risques auxquels nous avons également la concurrence, donc qui est une forme de risque auquel les institutions sont confrontées, et nous avons également ce qu'on appelle les risques macroéconomiques. Voilà, continuer. OK, donc il faut gérer tous ces risques et on le sait déjà, le directeur du cabinet l'a dit tantôt, c'est des choses que nous connaissons déjà, donc nous revenons juste pour les rappeler. La gestion des risques, c'est un processus itératif, donc c'est comme une roue qui tourne. Il faut chaque fois identifier et évaluer les risques. D'accord? Il faut développer des stratégies pour les mesurer. D'accord? À quelle grandeur, à quelle fréquence. Élaborer ensuite les politiques et les procédures pour les atténuer, parce qu'il y a des risques qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans risque. Ça va toujours être risqué, mais il faut trouver les moyens de les atténuer. Mettre en œuvre les contrôles. Donc, quand on a élaboré les politiques et les procédures pour atténuer, c'est qu'il faut les mettre en œuvre, ces politiques et procédures, et il faut attribuer des responsabilités aux uns aux autres. Il faut ensuite tester l'efficacité du processus et en évaluer les résultats. D'accord? Et ça nous permet d'amender les politiques et procédures et ça reprend encore par l'identification de nouveaux risques, ainsi de suite. C'est pourquoi nous disions que le processus est un processus itératif parce qu'il faut le faire tout le temps. Donc, la priorisation des risques, parce que tous les risques n'ont pas les mêmes gravités, les mêmes fréquences. Donc, on a 2 éléments qui permettent de prioriser les risques, c'est de voir quelle est la gravité et quelle est la fréquence. Donc, on dit souvent que l'incertitude, c'est le moment où l'incident va se produire. D'accord? Ça va se produire quand? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que tous les ans? Ensuite, la gravité. Est-ce que c'est trop grave? Est-ce que le risque, est-ce que c'est important comme effet sur notre institution? Donc, comme vous le voyez, il y a le schéma qui est là où lorsque, par exemple, nous avons dans un cas où la fréquence est très haute et que en termes de sévérité, en termes de gravité, c'est très, très, très grave, ouais, c'est totalement du rouge sang parce que là, c'est une situation très grave pour laquelle il faut que l'institution puisse trouver des moyens de se prémunir ou d'atténuer ce genre de risque. À la fin, 2 aspects vont être considérés. Combien le risque coûte-t-il sur une base annuelle et quel est le pire des cas qui puisse nous arriver. En fait, l'idée ici, c'est, OK, j'ai un risque, il va me coûter combien si ça arrivait et combien je vais dépenser pour l'atténuer. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse gérer en termes de rentabilité. C'est une question de rentabilité. Donc, il ne faut pas, comme on le dit souvent, prendre un bulldozer pour aller tuer une bouche. Donc, suivant la gravité, suivant ce que ça va nous coûter, et suivant l'effet que ça va avoir, c'est ce qu'on a dit, quel est le pire qui puisse arriver, quel est le pire scénario qui peut arriver. Donc, voilà, par rapport à la priorisation des risques. Donc, mais il faut pouvoir gérer les risques.
On a donné quelques exemples ici de gestion du risque suivant la gravité et la fréquence. Donc, lorsque, par exemple, la fréquence est très élevée et que la gravité est faible, d'accord, on peut faire une gestion directe, donc interne, donc au niveau micro, au niveau de chaque individu. Mais lorsque, par contre, la fréquence et la gravité sont moyennes, c'est des risques qu'on peut transférer. Ça, c'est ça qu'on voit, par exemple, dans les cas de, nous prenons des assurances, ou bien nous faisons de l'affacturage, donc qui est le fait de transférer les risques à un facteur qui va se charger de gérer ces risques. Mais lorsque la fréquence est faible et la gravité est très élevée, donc c'est le cas de catastrophe, échec du marché, donc ça, là, il faut le gérer au niveau plus macro. Donc, au lieu de se limiter juste à une assurance, c'est qu'on va aller jusqu'au niveau de la réassurance, comme nous le savons, parce que c'est des risques de grandes factures, c'est assez élevé. Donc, nous allons nous appesantir sur le crédit et les risques liés à sa gestion. Donc, nous allons parler globalement, en général, de ce que c'est que le risque, comment gérer le risque, comment nous pouvons mitiger les risques, limiter les risques, et si ça survenait, comment nous pouvons gérer, et comment nous pouvons nous y prendre. Mais là, nous allons aborder les questions de risque liées au crédit. Donc, le crédit, d'abord, tout le monde le sait, c'est l'opération par laquelle une personne physique ou morale, qui est souvent le prêteur, donc va mettre à la disposition de l'autre, qui est un emprunteur, une somme d'argent ou un bien matériel, mais dont le remboursement doit se faire en espèces, à une échéance qui est convenue, donc à un moment qui est convenu, qu'on appelle l'échéance, et avec le paiement des frais d'usage, du prix d'usage de l'argent ou de l'équipement qui est l'intérêt. Donc, le paiement se fait toujours en espèces. Donc, les risques liés à la gestion du crédit, on a ce qu'on appelle le risque de taux, donc les questions de taux de change, rémunération des dépôts et autres. Dans le risque d'immobilisation, donc on peut avoir des ressources qui sont mobilisées chez des clients pendant des années, alors qu'il y en a qui en ont besoin. Nous avons surtout le risque de crédit, qui est le risque principal lié à la gestion du crédit, qui est le risque de défaut de paiement. Donc les clients n'arrivent pas à payer leur échéance ou n'arrivent pas du tout à payer toute leur échéance ou à payer ou ne payent qu'une partie de ces échéances. Donc là, ça pose un problème de retour des ressources. Donc, le risque crédit ou risque de contrepartie, qu'on appelle encore risque de défaut, c'est le risque que le client n'honore pas ses engagements à l'échéance. D'accord? Donc, c'est ce risque-là qui fait qu'un emprunteur ne rembourse pas tout ou bien ne rembourse pas une partie. S'il n'a pas remboursé tout, c'est qu'il y a toujours un risque en termes de crédit parce qu'il n'a pas respecté les termes du contrat qui a été signé entre lui-même et l'organisme qui a prêté. Donc, la maîtrise du risque de crédit, c'est au cœur du métier de banquier, mais également de microfinance. Donc, et on doit travailler à ce que le nominal qui est prêté, les montants qui sont prêtés, les intérêts qui sont dus doivent revenir, doivent être remboursés par les clients au lieu d'aller s'inscrire en perte pour l'institution. Donc, les principaux risques de crédit, donc quand on prend le crédit lui-même, les principaux risques, c'est d'abord la dégradation de la qualité du crédit. Donc, peut-être qu'au moment du montage, tout n'a pas été bien fait. Donc, ça fait que certains risques n'ont pas été bien scellés au moment du montage, ou bien même le crédit était bien monté, bien fait, bien déboursé, mais le suivi du crédit n'a pas été fait. Donc, et les échéances de ce fait ne sont pas honorées. Donc, il y a deux éléments, soit mauvais montage, soit le suivi qui n'a pas été fait, qui fait que la situation du crédit s'est dégradée. Donc, le client n'arrive pas à payer. Il y a le défaut de paiement, donc, qui prend en compte le fait que l'entreprise n'arrive pas à honorer une partie ou la totalité de ses engagements. Donc, il ne respecte pas les clauses contractuelles. Et nous avons ce qui est plus grave, qui est la faillite du débiteur. D'accord? Donc, la faillite qui désigne le fait qu'il cesse de payer toutes ses factures. Donc, il ne nous rembourse pas, mais il ne paye même pas ses factures. Bon, donc ça, c'est déterminé par les tribunaux. Ce n'est pas à nous de mettre quelqu'un en faillite. D'accord? Donc, ça peut être demandé par le créancier. Nous, on peut faire cette demande, le débiteur lui-même, et ça permet de liquider les biens et peut-être d'assurer aux institutions le remboursement de leur crédit. Donc, la gestion du crédit, du risque crédit plutôt,
tel que nous l'avons dit tout à l'heure, qui peut, si elle n'est pas bien menée, on ne fait pas tout ce qu'il faut faire, pourrait amener des grosses pertes à l'institution et avoir un impact sur la pérennité, la rentabilité à court terme, mais également à long terme, constituer la pérennité de l'institution. Donc, elle doit être intégrée dans le dispositif de contrôle interne. Ça, c'est très important. À tous les niveaux, on doit faire chacun doit faire ce qu'il doit faire pour éviter que le risque, surtout de défaillance ou bien de défaut, ne survienne. Donc, les niveaux de contrôle, c'est l'agent de crédit, celui qui met en place le crédit, qui doit faire des contrôles, de l'autocontrôle. Nous avons le responsable de l'activité qui doit être impliqué. Nous avons les comités de crédit pour les institutions qui ont des comités de crédit. Nous avons les conseils d'administration. Nous avons les conseils de surveillance. Ça, c'est pour les institutions mutualistes ou les coopératives d'épargne de crédit ou comités d'audit ailleurs. Et nous avons l'inspection qui doit faire un travail pour s'assurer que tout ce qui les principaux contrôles qui doivent faire ont été faits pour limiter le risque de crédit. Donc, nous allons aborder rapidement les outils traditionnels de gestion du risque crédit, parce qu'il y avait des outils par le passé avant de venir sur ce que nous pouvons faire en ces temps, ce que nous proposons de faire en ces temps de pandémie. Il y a 5 principaux outils. Il y a les règles prudentielles, la diversification du risque, la prise des garanties, nous avons les garanties des compagnies d'assurance et nous avons le provisionnement. Par rapport au, si nous prenons les règles prudentielles, c'est lié à la réglementation qui notamment doit être là parce qu'il faut protéger les déposants. Donc, donnons du crédit sur la base, pour la plupart des institutions de microfinance, qui collectent surtout l'épargne, et donnent du crédit sur la base de ces dépôts. Donc, il faut prévenir, il faut protéger les déposants, il faut prévenir le risque systémique pour les institutions de grande facture. Vous prenez l'affaire de CAM, c'est beaucoup de membres au Bénin et ça peut faire courir un risque systémique parce qu'en cas de difficulté, beaucoup de personnes dans le pays pourraient être gravement impactées. Donc, il faut faire en sorte que ça puisse être là. Nous avons la diversification. Donc, on le sait, c'est le fait de ne pas mettre tout ensemble et de se concentrer dans un seul secteur. Donc, il faut diversifier, d'accord, donc les contreparties. D'accord, donc l'institution de se prendre compte des pertes lourdes, d'accord, qui peuvent conduire à une défaillance. Donc, il faut repartir les risques entre un grand nombre de contreparties et dans plusieurs secteurs pour que même si un secteur est impacté négativement, l'autre plus. Donc, à l'inverse, c'est la concentration des risques sur un nombre de contreparties, un nombre réduit, ce qui fait que dès que ces contreparties ou ces clients ont des difficultés, du coup, l'institution elle-même se retrouve en grande difficulté. Donc, il vaut mieux aller vers des secteurs où il y a une certaine hétérogénéité, donc qui permet de diversifier les risques. Nous avons la prise de garantie. Bon, on le sait très bien, la garantie, c'est le mécanisme qui permet de protéger le créancier contre une perte pécuniaire et une perte probable. Donc, ça anticipe, d'accord, et couvre le risque futur possible de non-remboursement du crédit. On le sait très bien, donc ça limite un peu les provisions. Donc, elles sont prises lors de l'accord du crédit, donc il faut le faire lors de l'accord du crédit, parce que sinon, si c'est après, on n'aura plus le client pour qu'il vienne signer les contrats qu'il faut. Donc, c'est par option. Donc, la première fonction de la garantie, c'est de nous couvrir lorsque le risque survient. Nous avons les garanties des compagnies d'assurance, donc qui peuvent minimiser aussi notre exposition au risque. Lorsqu'on a des garanties des compagnies d'assurance, par exemple, dans plusieurs institutions au Bénin aujourd'hui, on a tous les crédits qui sont couverts en termes de décès emprunteur. Donc, les gens décèdent, on n'a plus à aller déranger leur famille. Il y a quelques garanties sur assurance agricole plutôt. Il y a quelques assurances agricoles qui se donnent. Bon, mais en général, on essaie de faire en sorte que les clients, que ce soit des individus ou des cas de groupe, donc, on puisse avoir des assurances qui les couvrent. Mais il n'y a pas d'assurances qui sont directement pour rembourser le crédit de quelqu'un à sa place. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'en existe pas. Donc, le provisionnement, c'est des charges qui servent à couvrir la diminution de la valeur de l'exposition sur une contrepartie. Donc, comme on l'a dit, c'est ça qui crée des problèmes d'institutions dans notre espace,
cas au Bénin ici, les règles de provisionnement dans les IMF sont claires. Donc, un crédit dont une échéance accuse un retard de plus de 3 mois, on a des provisions là-dessus. Également, lorsque ça va jusqu'à 12 mois, c'est des provisionnements jusqu'à 100%. Donc, ça, c'est pour prévoir la défaillance éventuelle. Nous avons ce qu'on appelle des provisions pour risque et charge, c'est-à-dire que le crédit n'est pas encore en retard, mais on fait déjà des provisions, mais ça peut être déjà qu'on constate la défaillance et on met en place des provisions pour ça. Donc, les risques les plus importants en cette période de pandémie, la liste n'est pas exhaustive, certainement on va échanger tout à l'heure, il y a d'autres. Donc, baisse de la demande, donc les vêtements, exportation des produits agricoles, ça ne marche plus, le tourisme, ça ne marche plus, le voyage, c'est limité, limitation des transports, le transport routier, les transports aériens, maritimes, fluviaux, tout ça, stagnation des importations de matières premières, des marchandises en général, diminution des prix des produits de base, donc la demande chutée, diminution des transferts de fonds, les migrants qui ont des difficultés en Europe ou aux États-Unis ou même dans les pays développés qui ne peuvent plus, ils ne travaillent pas eux-mêmes, ils sont confinés, fermeture temporaire ou définitive d'entreprises qui créent le chômage, baisse de la consommation, surtout la consommation non alimentaire, parce que dans cette période d'incertitude, on ne sait pas s'il faut aller s'acheter encore des vêtements de grande valeur, en tout cas, tout ça là. Donc, confinement total ou partiel des populations dans certains pays. Donc, les menaces pour les institutions financières dans cette période, c'est la réduction drastique du taux de remboursement sur les nouvelles échéances. Parce qu'il y a des échéances qui doivent venir, des gens doivent payer des échéances en mars, avril, ils avaient des difficultés, donc ces nouvelles échéances ne sont pas bien remboursées, donc le taux de remboursement va baisser. Diminution du taux de réputation du portefeuille. Des gens ont fini de rembourser leur crédit en mars, avril, mai, juin, mais ils ne veulent pas renouveler parce qu'il y a incertitude, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que mon fournisseur, est-ce qu'il est encore vivant, est-ce qu'il va... Bon, donc, quand on met tout ça ensemble, il y a des difficultés à renouveler les crédits aux gens, donc ce qui fait que la rotation du portefeuille pose problème. Donc, baisse de l'encours de crédit, c'est normal, on a suspendu les prospections d'abord, on ne fait plus les renouvellements, on a déjà fait les renouvellements, mais également, on ne peut plus aller prospecter en cette période. Donc, ça, et par ricochet, c'est que les taux de portefeuille à risque vont grossir, ça va augmenter, les taux de portefeuille à risque, et ça va créer des difficultés aux institutions. Donc, également, nous avons l'augmentation des cas de difficultés de santé des clients, ou bien eux-mêmes ils sont mis en quarantaine, les activités. Donc, on peut fermer une boutique parce que juste l'employé qui est là est malade, donc c'est tout le monde, la famille. Donc, voilà. Donc, des cas de décès qui peuvent arriver, hein, qui peuvent se généraliser, qui vont, voilà, dans certaines zones, par exemple, on peut avoir le mal qui prend beaucoup de personnes, donc on peut avoir beaucoup de clients qui décèdent et les assureurs, je ne sais pas, à un moment donné, peut-être, ça peut leur créer des problèmes. Donc, ils peuvent se rétracter. Les provisions vont augmenter. Les charges de fonctionnement. Aujourd'hui, nous dépensons beaucoup les masques, les gels, vous voyez, donc ce qu'on appelle toutes ces mesures barrières, le fait que, voilà, dans nos guichets, il faut mettre d'autres systèmes en place pour que les clients, en tout cas, on ne peut plus mettre le même nombre dans les rôles d'attente. Donc, on est obligé de créer. Donc, ça, c'est des charges, de nouvelles charges. Un dispositif des ressources humaines, surtout celles qui sont liées au crédit, dans le cadre des mesures barrières ou fermeture temporaire des agences, si jamais un cas de coronavirus était découvert. Et ça, la fin, c'est que la baisse des résultats financiers des IMF. Donc, ça peut arriver. Donc, avant d'aborder les changements introduits dans la gestion des risques crédits, avant d'aller réellement là-dessus, nous allons de façon générale dire que chaque IMF, institution de microfinance, devait commencer par faire un traitement responsable des clients. Par exemple, dans nos guichets, on doit mettre des systèmes en place pour que les clients se lavent la main. Systématiquement, on doit s'assurer qu'ils le font, qu'ils viennent avec des masques. S'ils n'en ont pas, il faut trouver un moyen qu'ils se couvrent le nez et la bouche. Il faut également, au niveau de nos institutions, mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça puisse répondre à la situation. Également, minimiser le risque d'infection de nos agents, employés et agents pendant la crise, parce que si jamais ça arrive,
Voilà. Moi, j'ai une crainte ici, si jamais une des entités, ça arrivait, c'est qu'on va mettre tout le monde en quarantaine et ça peut créer des difficultés dans le fonctionnement. D'accord? Donc, il faut également assurer la continuité des activités pendant et après la crise. Donc, il faut faire en sorte qu'on ne ferme pas, donc, mais qu'on continue les activités, même si elles sont plus ou moins réduites. Il faut continuer et il faut communiquer avec la clientèle et tous les acteurs, en tout cas le personnel, les autres parties prenantes. Il faut communiquer avec tout. C'est important. Donc, en termes de changements introduits dans la gestion des risques crédits, nous allons commencer par certaines actions qu'il faut faire sur le portefeuille existant. Parce que actuellement, ou bien quand la pandémie s'est déclarée, les institutions avaient des portefeuilles. Donc, nous suggérons qu'il faut mettre en place, qu'il faut d'abord mettre en place au sein de l'institution une cellule de crise et de gestion de la pandémie avec des sous-cellules. Donc, ce qui nous intéresse ici, ça va être le sous-cellule qui va s'occuper du suivi du portefeuille de crédit. Mais on peut avoir une sous-cellule qui s'occupe de l'évolution de la liquidité parce qu'il peut y avoir des problèmes aussi à ce niveau. Les crédits n'étant pas remboursés à temps, ça peut créer des problèmes au niveau de la liquidité de l'institution. Il faut tenir compte de les déposants s'ils ne viennent plus nombreux ou bien s'il y a beaucoup de retraits parce que les gens paniquent. Donc, je vais mourir, je vais vivre, donc il vaut mieux que j'aille prendre mon argent. Donc, si ça arrive, ça peut créer des problèmes de liquidité. Le fonctionnement des organes des institutions, les réunions peuvent plus se faire, mais il faut trouver un moyen de les faire en ligne peut-être. La protection et l'efficacité du personnel. Donc, deuxième action, c'est que la sous-cellule suivi du crédit, du portefeuille de crédit, je vous l'ai dit, doit établir la répartition de ce portefeuille par secteur et isoler le portefeuille de l'IMF dans les secteurs, suivant les secteurs qui sont largement en tout cas, impactés de façon négative. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a mis au début de cette présentation, il y a des secteurs en hausse et il y a des secteurs en baisse. Donc, il faut que notre portefeuille soit reparti suivant ces secteurs. Parce que la gestion, en ce moment, ne sera pas la même. On ne va pas faire les mêmes choses. Donc, pour chacun de ces portefeuilles, on doit avoir la liste, le nombre de bénéficiaires, les montants qui ont été accordés depuis le début de l'année, l'encours, le portefeuille à risque, surtout 30 jours, les montants qui vont échoir mois par mois dans les 12 mois à venir et les montants qui sont en retard qu'on doit connaître et on doit les évaluer clairement. Parce que c'est avec ça qu'on va faire le travail, on va suivre au fur et à mesure l'évolution de ces portefeuilles. Donc, nous, on a essayé de donner des exemples, d'accord, de secteurs dans lesquels nous pensons que l'impact est négatif, d'autres où c'est positif. Par exemple, les transports de personnes. Ici, au Bénin, pendant il n'y a pas eu confinement total, mais il y a eu un condor sanitaire. Les bus, les minibus étaient complètement à l'arrêt, donc ça ne marchait plus, donc ils sont restés à la maison. On n'avait que les taxis qui circulent un peu. Donc, on sait qu'au plan international, les avions n'avaient plus marché, surtout pour le transport de personnes, les trains. On a les bars et buvettes et les lieux de plaisance qui sont à impact négatif, les auberges, motels, tout ça, les sites touristiques, d'accord, le commerce avec l'international. Donc, dans cette période, quelqu'un qui dit je vais acheter en Chine, tout ça, il faut très bien savoir comment ça va se passer. Le petit commerce, d'accord, avec les sites d'approvisionnement qui étaient situés hors des cordons, dans notre cas, les activités de production industrielle, petite industrie de transformation de produits, donc l'artisanat, mais il faut exclure là les structures qui produisent les masques artisanaux parce qu'eux, ils ont connu, elles ont connu un boom dans cette période, surtout au Bénin. Donc, toujours pour les structures ou bien les cas d'impact positif, nous pensons que les pharmacies et les autres officines de dispensation de médicaments, parce qu'il y a eu beaucoup de courses vers les pharmacies pour s'approvisionner en chloroquine, en chaude. Bon, il y a eu toutes ces courses. C'est vrai que les pouvoirs publics ont dû... Maintenant, surtout, c'est les pharmacies qui vendent les masques chirurgicaux, par exemple. Donc, ils en ont vendu beaucoup. Les structures paramédicales qui produisent du gel hydroalcoolique et des masques, donc homologués ou non homologués. Donc, les entreprises de fabrication des visières de protection, les blouses, et même des appareils d'assistance respiratoire. Il y en a qui sont créés, des startups qui étaient dans d'autres domaines, mais qui sont venus et qui ont fabriqué des appareils d'assistance respiratoire. Donc, ça, c'est des secteurs, on est dans des secteurs à impact positif. Les boutiques supermarchés aux structures de vente de produits alimentaires. Et donc, on ne pouvait plus aller au fast food, donc on devait préparer soi-même. Donc, c'est plus
on est allé vers les supermarchés pour acheter ce qu'il fallait pour donc les entreprises de livraison de produits de nourriture à domicile, vous voyez. Donc ça s'est créé même hein, dans certains pays, donc ça n'existait pas du tout, mais ça s'est créé. Donc par rapport au portefeuille non impacté, parce que là, quand on fait cette répartition du portefeuille, on a le portefeuille non impacté, on peut dire, par la COVID. On a l'impact négatif, portefeuille avec impact négatif, et on a le portefeuille avec impact positif. Pour le portefeuille non impacté, nous pensons que les mesures ordinaires de suivi qui sont prescrites dans nos procédures pourraient continuer à s'observer, à savoir les relances, le lendemain des retards, les paiements d'échéance, les renouvellements dans ce secteur doivent se faire normalement. Mais nous pensons qu'il faut limiter la progressivité en montant. Parce que oui, c'est vrai que c'est des secteurs qui n'ont pas d'impact, mais attention, on ne sait pas, les choses peuvent évoluer dans un sens qui n'est pas maîtrisé. Donc, c'est pourquoi nous pensons que oui, on peut continuer à renouveler ces crédits, mais il faut rester, par exemple, au plus au double en termes de règles de progressivité. Pour le portefeuille, en tout cas, tous les crédits qui ont un impact négatif, un travail de suivi systématique de l'évolution de l'activité de tous les clients devait se faire. C'est-à-dire qu'avec ces clients, on est obligé d'avoir une présence. Mais, on va le dire, je vais le dire après, dans le respect des mesures barrières. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rester au bureau. On a des choses pour se protéger, mais aller sur le terrain, protéger aussi les clients. Donc, sur les lieux d'exercice, on doit suivre. Je ne vais pas dire au jour le jour, mais on doit suivre ce qui se passe. Donc, il faut détecter en même temps ceux qui sont en difficulté. Parce qu'on peut être dans un secteur à impact négatif, mais n'est pas en difficulté. Parce qu'on avait des commandes fermes, on avait un certain nombre de choses. Donc, par exemple, il y a des bus qui avaient déjà, qui devaient déjà faire un certain nombre de travaux, ou bien qui peuvent globalement se faire une mutation pour transporter des marchandises. Il y en a. Donc, s'il y avait ces genres de contrats, par exemple, lui peut ne pas être en difficulté, il peut circuler avec les marchandises. Par exemple, au Bénin, pendant la période de confinement, on ne pouvait plus transporter les personnes, mais les marchandises étaient transportées. Donc, les clients qui sont en difficulté, on va vite savoir quel type de difficulté et on va voir avec eux les approches. Donc, ces approches, ces solutions peuvent aller dans des conseils en gestion pour contourner, par exemple, les problèmes d'approvisionnement, de recherche de nouveaux fournisseurs, nouveaux clients, diversification des activités menées pour prendre en compte les secteurs porteurs du moment. Donc, quelqu'un qui peut transporter des personnes, mais il peut transporter des biens, des services, des produits alimentaires, par exemple, d'un lieu du pays à un autre. Pourquoi? Donc, mais si c'était nécessaire, voir s'il est possible de faire des reports d'échéance contractuels sur une durée de plus de 6 mois, ça a été proposé par des autorités monétaires, donc sans préjudice d'intérêt. D'accord? Donc, mais si vraiment ça ne peut pas aller, il faut faire du recouvrement, mais ce recouvrement, on suggère que la règle générale soit un recouvrement amiable. Donc, mais on peut peut-être aller vers un recouvrement plus ou moins positif si on voit la mauvaise foi du client, s'il devenait de mauvaise foi. Donc, également, les relevements de crédit dans ce portefeuille doivent se faire au cas par cas, tenant compte des clients ayant de réelles possibilités de se porter vers des secteurs porteurs du moment. Donc, s'il ne peut pas aller vers d'autres, ce n'est pas la peine, il faut complètement bloquer les crédits donc, dans ce domaine. Mais nous pensons également, nous ne suggérons pas qu'il y ait un blocage total du crédit dans ces secteurs où on nous donne non. Parce que le fait, ça peut amener ce qu'on appelle des impayés, d'accord, fictifs, donc voilà, donc des clients qui créent leur solvabilité. Donc nous pensons qu'il faut continuer dans le crédit, analyser les choses au cas par cas. Sur la gestion du portefeuille impacté positivement, le titre c'est mis négativement, mais c'est positivement. Le suivi doit se faire normalement pour éviter les détournements des revenus de l'objet. Parce que, comme on est dans une période où on dit qu'il y a des difficultés, tout le monde peut venir dire oui, Covid a fait que je n'ai pas pu. Donc, ils sont dans un secteur, ils fabriquent des masques artisanaux, il y a eu des commandes énormes, mais avec ces revenus, ça peut donner des idées aux clients pour dire bon, que je construis ma maison, je n'y arrivais pas, je vais y aller, alors qu'il a des échéances à payer. Donc, il faut également un suivi, d'accord, pour éviter le détournement des revenus, et avec l'objectif que ces revenus puissent renforcer la liquidité de ces entreprises. Et si des échéances venaient, qu'ils puissent payer. Donc, nous allons également, dans cette période, revoir les règles d'anticipation, de renouvellement, de rechargement, même des crédits. Pourquoi pas.
il doit s'offrir pour permettre une forte rotation du portefeuille. Donc, ceux qui le peuvent, parce que s'il y a la commande ferme, on lui commande 2000 masques, on sait que masques, là, ça se vend dans cette période. Ça ne peut pas rester là et pourri. Donc, la commande est ferme. Si on peut renouveler, il faut y aller, parce que tout ça va permettre de compenser un peu la baisse du portefeuille qu'on a sur le portefeuille qui est négativement impacté. Donc, notre proposition, ça va dans ce sens-là. Voilà, également la question de cumul de crédit. Voilà, donc lorsque c'est clair et qu'il y a une commande ferme, on peut y aller. Donc, toujours lors des séances de suivi de terrain, donc les validations, tout ce que nous faisons dans le processus de crédit. Donc, il faut, avec ces bénéficiaires, il faut les sensibiliser à mettre en place les mesures barrières. Donc, ça, c'est général hein, pour tous les cas de portefeuille, sans impact négatif. Donc, c'est pour tous les. Mais nous avons pensé aussi pour les institutions qui font des crédits à la consommation que leur gestion doit être différente dans cette période. Hein, on doit rester prudent, d'accord, sur ces crédits à la consommation, du secteur public comme du secteur privé, surtout par rapport au secteur privé, parce que beaucoup d'entreprises, on l'a dit tantôt, il y a eu des faillites, des choses. Donc, si on y va trop vite et que l'entreprise tombe en faillite, c'est qu'elle ne peut plus payer les salaires et le crédit à la consommation pourrait. Voilà. Donc, nous pensons qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ces crédits-là soient mieux suivis, que les renouvellements dans ce cas aussi soient mieux suivis. On sait qu'il y a les assurances d'essai emprunteur pour validité totale, invalidité totale, donc permanente. Donc, voilà. On sait que également, dans certains cas, certains assureurs refusent de l'appliquer dans les cas d'épidémie, de pandémie. Donc, il faut bien se renseigner. Il faut s'assurer que l'assureur accepte le risque. D'accord? On a une entreprise qui a peut-être 40 agents qui veulent prendre un crédit à la consommation dans cette période. Il faut s'assurer que l'assureur est d'accord pour supporter le risque. Au cas où, dans cette entreprise, on pourrait être 10 personnes qui peut-être vont contracter le mal ou mourir. Donc, nous suggérons également une suspension des crédits au salaire des entreprises autonomes. Donc, pour les entreprises autonomes, ce que je dis, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les fonctionnaires plus, mais quand c'est une entreprise privée et qui se trouve dans un secteur à impact négatif, vous voyez, nous avons cité tout à l'heure, il vaut mieux suspendre, il vaut mieux attendre. Parce que oui, peut-être elle se porte mieux aujourd'hui, mais ça peut ne pas durer. Donc, une entreprise de transport, par exemple, dans cette période, il faut suspendre les crédits au salaire. Donc, ça, c'est par rapport à la gestion du portefeuille qui existait, qui est là. Maintenant, il faut mettre en place de nouveaux crédits. Et nous savons un peu le processus de gestion des crédits. En tout cas, tout le processus de montage, d'analyse, de recommandation du dossier, voilà, d'acceptation, d'autorisation, ensuite de déboursement du crédit jusqu'au suivi et au recouvrement. Donc, dans ce processus aussi, il faut de nouvelles choses, il faut quelques changements. Donc, bon, voilà, on rappelle un peu le processus de gestion globale du crédit. Hein. Donc, on a la réception des demandes. Si elle est acceptable, voilà, on continue. On va à la collecte des informations et à la validation de ces informations. C'est un processus lié aux institutions de microfinance. Et lorsque la collecte et la validation, ces deux choses-là sont faites, d'accord, ces deux activités sont faites, on peut passer à l'analyse détaillée de la demande, où on fait l'analyse financière, les ratios, tout ça, et on finit par la décision. Donc, avant la décision, on a la recommandation et le contrat et le déboursement, mais il faut toujours suivre et recouvrer les crédits. Parce que la finalité, c'est que le recouvrement se passe dans de bonnes conditions, que les ressources des épargnants pour des institutions qui font la collecte d'épargne reviennent. Donc, dans ce processus, au niveau de la réception de la demande, nous suggérons qu'il faut limiter la réception physique des demandes. Parce que dans nos institutions, pour la plupart, les clients viennent au guichet et disent « je vais prendre un crédit », on a un registre, on lui remplit. Mais nous pensons qu'il vaut mieux mettre en place une plateforme ou, à défaut, un numéro de téléphone que les clients peuvent appeler pour dire « je veux du crédit, c'est tel membre dans tel domaine », ou bien même un numéro WhatsApp où on peut recevoir les demandes écrites comme les demandes orales, donc des clients. Et les responsables vont consulter ces listes, vont donner des rendez-vous clients pour les entrevues, pour la collecte des informations, toujours en ligne. Donc là, on limite les déplacements des clients et ça permet de limiter aussi, de réduire la propagation du mal.
Nous avons, au niveau de l'entrevue préliminaire, donc au niveau de la collecte des informations, nous avons dit que, suggéré que les rendez-vous soient organisés dans le respect des mesures barrières par rapport au rôle d'accueil, par rapport à la rencontre avec l'agent de crédit. On a des cas où les rôles sont bondés souvent le jour où on monte les dossiers. On a des cas où devant l'agent de crédit ou bien deux agents de crédit sont ensemble, soit deux personnes, tout ça. Donc, il faut des endroits discrets, mais très aérés. Les rencontres doivent être limitées, ne pas dépasser 1 heure par client parce que ça expose les clients et les agents à des risques de contracter le mal. Donc, les agents doivent mieux se documenter sur les activités, ce qui leur permet de poser les bonnes questions et très rapidement aux clients. Ils doivent collecter des informations. Nous pensons que là, nos fiches ne disaient pas qu'il fallait collecter des informations sur l'état de santé, voilà, qu'est-ce qu'il prend du mal de lui-même, ses collaborateurs, sa famille. Donc, il faut collecter ces informations parce qu'elles sont importantes dans l'analyse. Et il faut pouvoir identifier avec le client l'impact que la maladie, la COVID, a sur son... l'impact que la maladie pourrait avoir, voilà, sur... donc sur son activité. Donc, est-ce que c'est un impact positif? Est-ce que c'est négatif? Ou bien il n'y a pas d'impact? Il faut le savoir, il faut traiter les informations liées à ça. Donc, ça, c'est par rapport à l'entrevue. Au niveau toujours de la collecte de l'information, pendant l'entrevue, nous pensons que sur le projet, il faut savoir, oui, sur l'activité, mais il peut y avoir un projet dans un secteur non impacté, mais qui peut avoir un impact parce que le fournisseur ou bien le technicien ou bien quelqu'un, voilà, donc est impacté. Donc, il faut savoir, la finalité, c'est d'assurer une bonne compréhension de la demande de financement des clients afin de valider la fiabilité de leur projet malgré les effets de la COVID. Également au niveau du client, voilà, on a parlé de l'état de santé de lui-même et sa famille, donc il faut le savoir parce que il faut savoir est-ce qu'en cas de maladie, est-ce qu'il y a une relève en dehors de la famille du client et de ses collaborateurs. Parce que si ça arrive, qu'on doit fermer tout, nous pensons que pour que les choses marchent, il doit y avoir une relève hors des gens qui sont proches du client. Donc, il faut collecter des informations sur ces aspects-là, ce que nous ne faisions pas avant. Donc, ça, c'est par rapport à la collecte. Par rapport à la validation. La validation, c'est d'abord, ça se fait en 2 étapes. La visite du site, pour s'assurer de tout ce qui est là. Et ensuite, la confrontation des informations collectées à d'autres sources d'informations. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut le faire. Il faut le faire plus que par le passé pour s'assurer que, excusez-moi, le client s'appelle dans un secteur où bien il peut avoir des impacts négatifs sur son activité, mais il peut ne pas vouloir le dire parce que lui veut le crédit. Donc, il faut pouvoir savoir quels sont les impacts sur le terrain. D'accord? Donc, bref, il faut rechercher les risques, les menaces, mais aussi les atouts, les opportunités, même ceux qui sont liés à la COVID-19. Donc, au niveau de la validation des informations, qui est une étape très importante, donc qui permet de mieux évaluer les risques dans les dossiers par la suite. Donc, l'analyse détaillée de la demande, nous suggérons qu'il faut introduire dans les fiches d'analyse détaillées liées aux aspects, les aspects suivants, par exemple la pertinence de l'activité par rapport au moment actuel, donc quand on dit moment actuel par rapport à la COVID, la sensibilité de l'activité par rapport aux affres de la pandémie. Donc, je dis, on a ce qu'on appelle le test de sensibilité que nous faisons souvent pour dire, bon, si le chiffre d'affaires baissait de 20%, et si ça baissait de 40%, est-ce que l'entreprise, la situation financière de l'entreprise est encore très bonne pour assurer un remboursement de ses engagements à court terme? Parce que souvent, les institutions de microfinance nous donnent des crédits à court terme. Bon, ça peut aller à long terme aussi, mais dans tous les cas, les crédits commerciaux sont souvent à court terme. Pour le calcul du besoin réel en crédit, d'accord, nous disons qu'il faut limiter la progressivité dans le montant, surtout pour les activités commerciales. Parce qu'une activité commerciale, vous avez 1 million, vous achetez pour 1 million, vous revendez. C'est vrai que pour les activités, les achats d'immobilisation, là, c'est compliqué. Le renforcement, la diversification des garanties pour couvrir tant soit peu le risque de défaut de paiement qui va s'accroître. Vous voyez, qui va s'accroître parce que souvent, c'est même pas que le client lui-même il est malade, il a un problème, mais une entreprise, c'est beaucoup de parties prenantes, hein, fournisseurs, clients, voilà, prestataires, tout ça. Donc, l'État également, les décisions du gouvernement qui peuvent avoir un impact.
Donc, nous pensons qu'il faut, dans les fiches, introduire des analyses par rapport à ces aspects. Ce sont plus des analyses au niveau de l'analyse qualitative. Renforcer les garanties, oui. Nous disons qu'au niveau des garanties, nous savons qu'il y a 3 garanties. La caution financière, les garanties matérielles et les garanties personnelles solidaires. Au niveau des cautions financières, nous demandons, nous suggérons que ça soit augmenté. Donc, au lieu de 5%, on peut demander de faire plus 10% parce que le risque est là. Au niveau des garanties matérielles, nous demandons de les diversifier et d'éviter, parce qu'en cette période, beaucoup d'équipements médicaux sont achetés, mais après, ils ne vont, si la pandémie passe, peut-être qu'ils ne faudront plus rien, rien du tout. Donc, une garantie, elle est prise pour qu'elle puisse servir en son temps. Si d'ici un an, personne ne voudra en acheter, donc il vaut mieux ne pas prendre sans garantie. Il faut faire attention à ça. Les garanties personnelles solidaires, nous demandons qu'on augmente le nombre de cautions ou d'avaliseurs. Parce que, quoi qu'on ne veuille pas le dire, il y aura des décès. Donc, si vous prenez une seule caution et qu'elle décède, que vous avez des problèmes, il n'y a plus de caution. Donc, s'il y en a 2, il y a 3, donc ça pourrait peut-être permettre de garantir toujours le crédit avec ce type de garantie qu'on appelle la garantie personnelle ou solidaire. Le déblocage, de mettre en place des mécanismes pour faciliter les déboursements à distance. Donc, il faut les clients, c'est-à-dire on se dit que le client viendra au plus 2 fois au guichet. Peut-être dans d'autres réseaux, ça se fait comme ça déjà, mais dans la plupart des réseaux, il vient plusieurs fois. Donc, il vient pour l'entrevue une fois et il vient après pour signer les contrats. Après tout ça, là, le reste peut se faire en ligne. Donc, l'envoi des chèques, par exemple, de banque, ou règlement direct des fournisseurs, ou l'envoi à travers les mobile money. Donc, on peut expérimenter tout ça pour le déboursement des crédits. Mais il faut que le client signe au préalable, signer. Nous avons également au niveau du suivi et du recouvrement, parce que j'ai dit c'est tout le processus de gestion du crédit, donc, qui comporte également, lorsqu'on a déboursé, il faut suivre. Donc, il faut continuer à faire le suivi comme ça se faisait. Il faut même renforcer. D'accord? Donc, mais dans le respect des gestes barrières. Les agents doivent aller sur le terrain, ils doivent être avec les masques, des gels, des trucs qui les protègent, ils protègent leurs clients. Donc, il faut toujours faire le suivi pour le déblocage. Nous disons en général, ça se fait 2 semaines après le déboursement. Ou si c'est un achat d'équipement, on suit quand même l'arrivée de l'équipement. Le suivi de l'évolution de l'activité est une chose importante dans cette période qu'il ne faut pas marchander tous les mois. Normalement, ce qui est plus, c'est tous les mois. Donc, il faut y aller, s'assurer que les choses se passent bien et que l'impact de la pandémie, d'accord, n'a pas atteint un pan de l'activité. On peut avoir un secteur à fort potentiel, non impacté ou bien impacté positivement, mais qui, comme je le disais, se retrouve en difficulté. Le suivi des prêts en retard, donc ça c'est important. Dès qu'il y a le premier retard, je pense qu'il faut être encore plus proactif que en temps de non-Covid. Et le recouvrement, il faut le faire. On va juger la phase amiable, mais il faut pouvoir aller à la phase contentieuse si on sent que c'est de la mauvaise volonté au niveau du client. Donc, merci beaucoup. Nous allons recevoir vos questions et pouvoir échanger. Merci bien. Merci beaucoup à M. Amegbetor pour cette présentation qui a fait le tour avec des rappels sur le processus de gestion des risques, le processus de gestion des crédits et comment, avec cette pandémie, on peut gérer ce processus-là en tenant compte des risques auxquels les institutions sont exposées par rapport à cette pandémie, notamment les effets qu'elle a sur les activités économiques et qu'elle pourrait avoir sur les crédits. Vraiment, merci pour cette présentation. Je voudrais voir ceux qui ont des questions, vous pouvez me les envoyer directement dans la boîte chat ou si vous souhaitez vous lever la main, on vous donne la parole. Pour le moment, je n'ai pas de main levée. Il y a M. Dedo. Voilà. Monsieur Dedo, vous pouvez activer votre... Oui, bonsoir oui. Sylvestre. Oui. Oui, vraiment, je remercie beaucoup M. Amegbetor pour l'exposé là, qui a été très riche. Voilà, ben, je voulais d'abord demander si à la fin, il pourra nous transmettre les documents. Oui, vous aurez la présentation et même la vidéo du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. OK. Alors, mon second, j'ai une préoccupation
Et nous, on prend assurance décès pour les clients. Alors, on a déjà pris pour certains clients avant la crise. Maintenant, au cours de la crise, si les clients qui hier étaient bien, tombent sous l'effet de Covid, là, est-ce que l'assurance pourra prendre cela en charge? Parce qu'on n'avait pas l'idée de l'arrivée, de la survenance de Covid avant de mettre cette crédit en place. Mais nous les avons assurés, d'accord, avant. Maintenant, comment les choses vont se passer après? Merci beaucoup pour cette question. Ça montre vraiment, est-ce que, parce que l'assurance qui avait été prise ne tenait pas compte de la pandémie, maintenant que la pandémie est là, est-ce que ça va être mise en œuvre en cas de décès pour cause de pandémie, de coronavirus, bien sûr? Voilà. Très belle question. On va, monsieur Amegbeto, vous avez fini? Ou vous avez d'autres questions? Non, non, c'est bon. C'est bon. Pour l'instant. Monsieur Amegbeto, vous pouvez répondre? OK. Merci beaucoup. Merci pour... Bon, comme je le disais, lorsqu'on regarde souvent les contrats d'assurance, dans les exclusions, et ça, c'est, on n'est pas assureur avec les assureurs, mais vous savez, en termes d'assurance, les compagnies souvent mettent les clauses d'exclusion. Et dans ces clauses d'exclusion, si vous lisez bien, ils parlent d'épidémie et de pandémie. C'est vrai qu'on n'a pas encore vécu un cas, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher de nos assureurs, en tout cas de la compagnie avec laquelle vous travaillez, pour discuter de la question. Ce que je sais, c'est que les contrats là ont été pris, d'accord, avant la pandémie. Mais si le risque survenait, c'est le moment où le risque survient, c'est ça qu'on va avoir. Il est survenu à cause de quoi, ce risque? Il est survenu à cause d'une pandémie. Et le problème aussi des compagnies. On dirait qu'on a perdu M. Amegbeto. Je vais permettre à M. Gassama de poser cette question en attendant que M. Amegbeto nous rejoigne. M. Gassama, oui. Merci Sylvestre et merci à Gilbert pour sa belle présentation. Alors, nous, le souci que nous avons aujourd'hui, parce que les autorités monétaires ont demandé qu'on fasse des facilités à partir des reports d'échéance pour la clientèle. Et ces reports d'échéance doivent être renouvelés une fois. Alors, aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est que jusqu'à quand on doit accepter ces reports d'échéance? Parce qu'aujourd'hui, depuis le mois ça fait déjà 3 mois qui sont déroulés, et jusque-là, nous continuons à avoir des demandes de report d'échéance. Même au sein de nos entités, nous ne sommes pas accordés pour dire jusqu'à quand nous allons continuer à accepter le report d'échéance. D'autant plus que les cas se multiplient, les cas de décès se multiplient. Bon, donc on dit qu'au-delà de fin août, il ne faut plus prendre de demande de report d'échéance parce qu'on aura épuisé les délais que la Banque centrale avait recommandé. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour les IMF de la zone? Merci. Oui, merci beaucoup, M. Ousmane. Je vais laisser M. Amegbeto qui est là pour finir avec la question sur l'assurance. Et avant de revenir sur le report d'échéance, est-ce qu'on continue de le faire, malgré que le délai de la Banque centrale soit terminé, le délai accordé par la Banque centrale soit terminé? Donc, M. Amegbeto, vous pouvez revenir un peu sur l'assurance. L'assurance, oui. Bon. Avant de parler de report d'échéance. D'accord. Par rapport à l'assurance, donc je disais que les contrats, il est vrai, étaient passés avant la maladie, avant la pandémie, mais le risque va survenir au moment de la pandémie. Et ce que les assureurs, pour ce que je sais, ne veulent pas, c'est qu'on se retrouve dans une occurrence très, très élevée, très forte. C'est-à-dire que dans une population de 1000 personnes qui étaient assurées, si on a 800 qui sont impactés, et là, ça va créer des problèmes aux compagnies. Donc, pour le moment, pour les cas que nous avons de décès, les assureurs continuent à les prendre en charge. Il est vrai qu'on n'a pas eu un cas où c'est clairement dit que le genre de mort
par rapport au certificat de gens de mort que c'est réellement la COVID. Mais dans le cas, jusqu'à maintenant, les assurés continuent à prendre en charge ces cas-là. Donc, je disais qu'il faut se rapprocher d'eux pour commencer déjà par en discuter. Très bien, mais je ne pense pas que pour le moment, ils bloquent. Par rapport à la question des reports d'échéance, j'en ai parlé un peu. Et là, il faut faire très attention parce que, oui, les autorités monétaires ont dit qu'on peut faire des reports d'échéance. Ils ont très bien dit, il faut analyser la situation. On a eu des clients, on a eu des cas où des clients ont dit, oui, oui, bon, moi-même, je suis impacté. Il n'y a pas de problème. On va, s'il y a un impact, on va vérifier. D'accord? C'est quoi les revenus attendus dans la période? C'est quoi les revenus qu'on a reçus? C'est qui les clients? Est-ce qu'on est dans un secteur qui a un impact positif ou négatif? Donc, avec tous ces éléments, quand ce travail est fait, le client même se rend compte que, attention, mais je ne suis pas dans ce cas-là. Donc, il faut d'abord, il ne faut pas systématiser les reports. Et un report, ce n'est pas parce que quelqu'un vient déposer une demande pour dire reporter mon échéance. On dit, bon, tu as un minibus, oui, donc on reporte. Non. Il faut aller voir, il fait quoi avec? Dans la période, qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a qui ont rapidement changé de façon de faire, qui sont des activités qui leur ont permis d'avoir des revenus. Il faut qu'ils remboursent leur crédit, c'est mieux pour eux. Donc, c'est ce que je pourrais dire, mais également, est-ce que lorsque le délai est passé, est-ce qu'il faut continuer? Non. Parce qu'actuellement, dans la plupart des pays, je pense dans nos pays africains ici, les cordons ont été levés, les confinements ont été levés, on vit avec le virus. On travaille avec le virus. Donc, les choses ont repris d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il faut arrêter ça. Parce que dans le cas, la Banque centrale a dit c'est 6 mois. Donc, il faut arrêter. Moi, je ne pense pas qu'il faut continuer. Mais je conclue en disant il ne faut pas tout généraliser ça. Ça peut avoir un impact négatif sur OK. Pour continuer sur la question de report d'échéance, il y a quelqu'un qui demande, Kwame Akoli, qui demande, peut-on refuser le report d'échéance si on s'en rend compte que le client n'est pas touché négativement par la crise? Bien sûr. Il faut le lui prouver. Il ne faut pas juste lui écrire de son bureau qui dit que nous, notre institution ne fait pas le report. Non. Il faut aller travailler. On va dans l'entreprise, il y a un cahier de recettes, il y a un cahier de dépenses, il y a des documents de gestion de l'entreprise. Même s'il n'y en a pas, l'entreprise, quand elle fait les recettes, elle les verse quelque part. Donc, on peut voir un peu l'évolution des revenus. Donc, on constate que janvier, février, mars, les revenus, en tout cas les recettes, je veux dire surtout, ont augmenté dans l'entreprise jusqu'à fin mai ou juin. Il faut payer les crédits, on n'a pas besoin de faire le port. Donc, je pense que oui, si l'impact n'est pas négatif, il faut clairement le montrer au client, il faut lui écrire avec des preuves. OK. Madame Fall, vous pouvez activer votre micro et parler, poser votre question. Oui. Bonjour Sylvestre. Bonjour Madame Fall. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes, voilà, merci beaucoup. Donc, moi, le risque lié au papillonnage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains pays, comme le nôtre ici au Sénégal, l'État a mis en place des lignes de refinancement pour aider les entreprises impactées par le Covid. Donc, on reçoit de nouveaux porteurs de projets, mais on a le souci que ces nouveaux porteurs soient dans d'autres SFD, dans d'autres institutions de microfinance. Et ça va, c'est un problème réellement que nous n'avons pas donc les moyens de vérifier s'ils sont dans d'autres institutions. Merci beaucoup. Merci, Madame Fall. Monsieur Amnegoto, vous avez quelque chose à dire sur ça? Oui, bon, je pense que Madame a parlé de Sénégal, je pensais que les bureaux d'information sur le crédit ne sont-ils pas déjà actifs là-bas? Sinon, normalement, c'est un outil important pour mesurer le niveau d'endettement des clients. Au Bénin, je pense que ça a beaucoup évolué, toutes les institutions de microfinance, les banques. On vient de faire une réunion au niveau de la FCCAM où le DG, on a vu que le taux de consultation de la plateforme n'est pas très élevé. On vient de sensibiliser nos collaborateurs. Donc, cet outil-là existe. Les gros facturiers, les OTM, les organes de téléphonie mobile, vont être insérés dans cette plateforme qui permettra de savoir globalement le niveau d'endettement des individus qui viennent vers nous. Bon, donc ça, c'est l'outil moderne. Bon, on a essayé d'autres outils qui n'ont pas très bien marché, mais l'outil qui permet vraiment de faire ça pour le moment, c'est… Voilà. Mais je voudrais revenir sur les mesures prises par les gouvernements. Par exemple, au Bénin aussi, il y a des mesures comme ça, et on a mis des crédits de tel milliard à un taux
on l'octroie aux institutions à 2% avec un taux de sortie de 10%, de 12%. C'est de faire attention à tout ça, de faire vraiment attention parce que, oui, on vous le fait à 2%, ça c'est le coût des ressources, mais on sait que dans le taux d'intérêt, il n'y a pas que le coût de ressources. Il y a les frais généraux et la structure des frais généraux d'une institution de microfinance n'est pas la même qu'une banque. Donc, si l'État prend la structure des coûts ou bien des frais généraux au niveau des banques pour faire le calcul de taux de sortie, donc les institutions qui vont prendre risquent d'avoir des problèmes. Donc, il faut bien faire les calculs avant de s'y mettre. Oui, mais aussi ben, les clients qui sont éligibles à ces appuis financiers du gouvernement, oui. C'est pas parce que vous êtes éligible que vous allez prendre ça tout de suite, parce que vous avez une historique de crédit. Et il y a des normes en ce domaine-là. Donc, si quelqu'un doit déjà être très endetté, malgré que son activité ou son profit, son activité soit éligible à l'appui du gouvernement, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir avoir ça. Du tout. C'est ça. Donc, il faut continuer à rester professionnel dans l'activité de crédit malgré la crise, malgré les appuis, malgré les mesures gouvernementales. Et il y a M. Zola qui a levé la main. Je vais lui donner la parole. M. Zola, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Alors, merci beaucoup. Merci Sylvestre. Merci aux communicateurs. Alors, je remercie le communicateur pour sa brillante présentation. Je voudrais juste énoncer deux petits points. Le premier, c'est par rapport à la garantie offerte par les compagnies d'assurance. Je voudrais juste souligner qu'il faut prêter attention aux dispositions contractuelles que nous avons souvent avec les compagnies d'assurance, notamment sur les exclusions. Généralement, les compagnies d'assurance, les assureurs ne prennent pas en charge les risques qui sont liés aux calamités, aux pandémies, aux tremblements de terre dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, lorsque le SFD ou l'IMF est en train de contractualiser avec la compagnie, il faut peut-être avoir de l'attention soutenue sur cet aspect pour qu'au moment où ça devrait arriver, l'on puisse voir ce qui est possible. Sinon, la compagnie d'assurance ne pourra pas. Et mieux, dans la situation actuelle, pour ce que les compagnies font déjà, les compagnies ne prennent plus, bien que vous ayez le contrat d'assurance maladie par exemple, les compagnies n'ont pas tout pris en charge parce qu'ils ont estimé que le taux de sinistralité a atteint des niveaux qui ne leur permettent vraiment pas de couvrir le risque. Et donc, je voudrais, compte tenu de ce que j'ai vu ces derniers temps dans le secteur et qui pourrait, comme l'a dit le communicateur, beaucoup impacter le portefeuille, je voudrais donc attirer l'attention dessus. Le deuxième point que je voudrais souligner en termes de complément, c'est au niveau de la classification des risques. J'ai vu, bon, comme on le dit, on le présente souvent, les risques opérationnels. Aujourd'hui, on est dans un processus de digitalisation et donc la fraude, qui est une des catégories de risques opérationnels, cette fraude est beaucoup plus accentuée ou bien survient beaucoup plus au niveau des risques informatiques. Donc, je voudrais faire ce complément-là et dire que la fraude, comme l'a si bien dit le communicateur, il a répété, ça frappe, mais c'est encore davantage les risques informatiques aujourd'hui, compte tenu de ce que les crédits ont pris aujourd'hui la forme de décaissement numérique. Merci, merci beaucoup. Merci et je vous encourage à continuer. Merci, pour M. Zola. La forme de transfert de compétences que nous observons là, soit évolue et puis longue vie à ce projet. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Zola. Alors, en complément d'information, Mme Rokaya Fall disait que le BIC au niveau du Sénégal, c'est pour les banques classiques pour le moment. D'accord? Alors, il y a M. Inoussa Koubagui qui a posé une question. Je vous laisse ici, il est disponible pour prendre la parole, pour poser directement la question. M. Inoussa, vous êtes disponible pour présenter votre question vous-même? Vous pouvez activer votre micro. Hein? Allô? Oui. Oui, merci à tous. Merci au communicateur pour sa présentation. J'embouche la même trompette que les précédents. En fait, je voulais revenir sur la question du report d'échéance. Et il y a, sur l'avis notamment, je me rappelle plus, l'avis 8 de la BCEAO, qui, selon son contenu, dit que le report d'échéance ne doit pas faire l'objet ni de pénalités ni de frais. Cependant, la question de l'intérêt, notamment, vous savez que le crédit, l'intérêt est lié à la durée, et une fois donc un report occasionné, a priori, les intérêts intercalaires, quelle est l'interprétation qu'il faut faire? Est-ce que les institutions sont en droit d'appliquer des intérêts intercalaires liés à la prolongation du tableau d'amortissement initial, ou bien, selon l'esprit de l'avis de la BCEAO, on ne doit pas appliquer d'intérêts intercalaires? Un peu la compréhension et l'analyse du communicateur que je voulais dans ce sens. Merci beaucoup. Monsieur Mbouita, vous avez une réponse pour cette question? Oui. Très rapidement. Oui. En fait, bon, la BCEAO, c'est l'organe de tutelle au-delà du ministère des Finances. Donc, je pense que c'est dit clairement que c'est sans intérêt. Donc, quand on dit c'est sans intérêt, on sait que l'intérêt, c'est le montant et la durée qui sont pris en compte et le taux qui permettent d'avoir l'intérêt qui paye le taux. Et là, on nous dit la durée va être prolongée, d'accord, mais vous ne tenez pas compte de cette durée supplémentaire par rapport à ce que le client devait ramener à un temps donné. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt intercalaire. Il doit payer l'échéance en mars, 12 500. Il n'a pas pu le payer, on le reporte ça. Il va le payer 3 mois après, peut-être en juin, 12 500. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Hein? La durée, le report n'engendre pas d'intérêt. Voilà, ça n'engendre pas le fait qu'on a fait ce report, oui. Ça n'engendre pas d'intérêt. Ça veut dire qu'on demande aux institutions de supporter. Voilà. Et à M. Michel de la RDC, je vais lui permettre de poser sa question. Vous pouvez activer votre micro, M. Michel, et vous posez votre question directement au communicateur. Monsieur Michel, vous êtes là? Oui. Oui, allez-y. Ma question concernait juste les nombres le pourcentage lorsque le portefeuille a atteint 70% de retard là. À ce moment-là, ma question se pose autour de ces personnes qui sont en retard par rapport au genre. Avoir là-dedans, nous avons l'habitude de regarder, est-ce que ça ne peut pas impacter plus beaucoup de femmes que des hommes pendant cette période de Covid? Quelle est la mesure aussi qui a été, que vous avez proposée par rapport à cet aspect-là, puisqu'on va se retrouver que c'est plus beaucoup de femmes qui sont impactées contrairement aux hommes, puisque ce sont les femmes qui sont au niveau d'activités génératrices de revenus. Et ce sont eux aussi, dans la plupart des cas, comme ici en RDC, lorsqu'on a fermé les magasins, les marchés, et c'est plus les femmes qui ont été beaucoup plus impactées. Et comment, à ce moment-là, lors des reports, cela doit aussi une mesure de favoriser les activités génératrices de revenus des femmes pour autonomiser plus les femmes. La question, c'est autour de ça.
Ok, merci. Merci, monsieur Michel, pour cette intervention, cette question. Alors, monsieur Langleton, est-ce que vous pensez qu'on peut faire avoir des critères pour favoriser certaines personnes pour bénéficier du report d'échéance, ou bien il y a des limites à mettre suivant le genre ou bien suivant des activités? Bon, la question du report d'échéance, comme je le disais, il faut baser le report d'échéance sur le fait que l'activité a réellement été impactée négativement. Ça, c'est un élément important. Par exemple, pendant cette période, on a eu le cordon financier, sanitaire, excusez-moi, on n'a pas eu un confinement total, mais nous, on fait ce qu'on appelle le crédit épargne avec éducation dans nos caisses. Donc, des groupes de femmes de 10 jusqu'à 36 qui se retrouvent, elles font du crédit, on a des animatrices qui leur donnent des séances de formation, d'éducation et tout ça. Mais on a continué à faire cette activité, mais en respectant les gestes barrières. Ces femmes, dans cette période-là, oui, elles ne pouvaient plus aller loin. Parce que celles qui voyageaient de leur coin vers notre marché international, par exemple, le cordon était à Cotonou, donc ne pouvaient plus aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est que dans les groupes, on a vu celles qui avaient leur source d'approvisionnement ou bien leur lieu d'approvisionnement dans le cordon. C'est-à-dire que qui ne devaient pas traverser le cordon parce que c'était complètement bloqué. Mais même dans cette période, si vous allez juste pour aller acheter des marchandises, il était permis, le gouvernement a laissé que les gens puissent aller acheter juste des marchandises. Donc, la question du report, je ne veux pas lier ça à une question de genre, à une question, je veux lier ça à l'impact négatif sur l'impact négatif. C'est-à-dire que c'est une question qu'il faut régler au cas par cas. Okay. Donc, pour bénéficier du report, pour appliquer le report, il faut vraiment que votre activité soit effectivement impactée. Impactée. Vous pouvez être même dans le secteur à impact négatif, mais votre activité n'est pas impactée, donc vous ne bénéficiez pas du report. Voilà. Merci beaucoup. Il y a M. Dedo qui avait levé la main. Je ne sais pas si vous avez une question à poser. Il y a une question dans la boîte de questions-réponses. Maintenant, si vous pouvez la poser directement. Monsieur DG, vous êtes là? Allô? Monsieur Dedo. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Jacques. J'ai utilisé... Ok, d'accord, allez-y. Oui. Merci beaucoup pour le conférencier. Et nous avons beaucoup appris, malgré que nous sommes dans le secteur il y a très longtemps. Mais la particularité de cette conférence est encore très édifiante. Moi, j'ai une seule question, et la question est relative au changement introduit dans notre dispositif actuel. Le premier changement, c'est la composition d'une cellule de crise. Et en même temps, on a parlé d'une composition de la sous-cellule de crise. J'aimerais savoir la différence entre les deux. Et quelle sera quand je prends par exemple la composition de la cellule de crise, c'est une composition multidisciplinaire où tout le monde, les auditeurs, les opérationnels, les administratifs, tout le monde est dedans pour cerner les risques. Mais au niveau de la sous-cellule, comment cette composition se fait et quelle relation existe entre les deux? Est-ce une relation dépendante ou il y a des domaines que la cellule occupe et la sous-cellule aussi occupe? Donc, je voudrais savoir un peu comment ça va se passer. Puisque chez nous, nous avons une cellule de crise. On n'a pas une sous-cellule de crise. Comment ça va se faire? Merci beaucoup. Merci, Jacques, pour cette question. Monsieur Magwita, vous pouvez... Oui, merci beaucoup. En fait, vous voyez, l'impact de la COVID sur les IMF, ce n'est pas seulement lié à la gestion du crédit. Donc, comme je l'ai dit, il y a même la gestion des dépôts, la gestion de la trésorerie, la gestion des liquidités, la gestion de l'inspection, parce que dans cette période, l'inspection, les inspecteurs ne peuvent plus faire leur travail facilement, il y a les barrières, tout ça. Donc, c'est un tout au niveau de l'institution de microfinance. Donc, l'idée de la cellule de crise, d'abord, elle doit être dirigée par le directeur, en tout cas, la personnalité la plus importante de l'institution. Et tous les départements suivants, même les ressources humaines. Actuellement, si vous laissez des agents qui tombent malades un peu partout dans vos entités, vous risquez de faire même une perte. Parce qu'on va fermer toutes ces entités pendant un moment donné et ça fait des pertes. Donc, dans la cellule de crise, moi, je mettais, en tout cas, la première personnalité comme le premier responsable et
les responsables des départements, d'accord, des différentes composantes de l'institution. Maintenant, quand je parle de sous-cellules, c'est que si on prend tout ça, tout ce monde-là doit se réunir pour parler du crédit, de la gestion du portefeuille pendant la pandémie, ça risque d'être trop lourd. Donc, l'idée, c'est d'avoir une sous-cellule qui s'occupe, d'accord, par exemple, de la gestion du crédit, des risques liés au crédit. Et cette sous-cellule, comme vous demandez, elle peut être composée. Là, on peut ne même pas avoir le directeur général directement, mais on peut avoir le directeur du crédit, par exemple, le responsable du crédit. Par exemple, des directeurs, des responsables d'entités qui gèrent le crédit, des agents de crédit, un ou deux. D'accord? Donc, pour réfléchir à comment mettre en place tout ça. Donc, l'idée, c'est des spécialistes, mais là-dedans, je ne veux pas que eux. D'accord? Il faut ajouter un financier, comptable financier, qui s'occupe des aspects de liquidité et tout ça, et également le contrôle, l'inspection, l'audit, qui peuvent pas. Donc, on a la cellule de crise qui est globale, mais par secteur de l'entreprise, par compartiment, département de l'IMF, on peut avoir des sous-cellules. Mais moi, je pense que la sous-cellule portefeuille est une sous-cellule importante, d'accord, qu'il ne faut pas négliger parce qu'on sait que les IMF, leurs revenus, c'est à près de 60-70%, ça vient du crédit. Donc voilà ce que... Est-ce que vous pouvez donner un peu un exemple de composition des membres de ces sous-cellules de crédit? Oui, je disais le directeur de crédit, le responsable de crédit de l'institution. Oui. Voilà, donc naturellement, il doit être dedans. Et quand on parle du crédit, il y a le responsable du crédit, mais dans les entités, les responsables directs des entités sont impliqués dans le crédit. Ils ont un rôle à jouer dedans. C'est eux qui font le contrôle relatif du crédit. Donc, eux-mêmes, voilà, ils doivent être dedans. Et il y a ensuite ceux qui gèrent, ceux qui font le crédit, qui montent les dossiers. Donc, on peut avoir, parce qu'au niveau des institutions, il y a toujours une agence proche, hein, donc on n'a pas besoin d'aller prendre loin. Donc, un ou deux agents de crédit qui vont faire partie, parce qu'il faut prendre en compte toutes les réalités du terrain. Il ne faut pas rester seulement pour dire, bon, nous, on est les chefs de département, on prend tout ce qui se passe sur le terrain. Non. Donc, mon idée, c'est que ça soit cette cellule soit comme. Or, l'agent de crédit, le responsable de l'entité ne sont pas dans la cellule de crise générale de l'institution. Voilà. Donc, mais dans la sous-cellule, on les met pour que le travail soit affiné. OK. Merci beaucoup pour ces réponses-là, très intéressantes. Alors, je ne sais pas si M. Ousmane, M. Gassama a toujours sa question pour qu'on puisse libérer notre... C'est vrai qu'il y a beaucoup de mains levées ici, mais... Oui, merci Sylvestre. En fait, là, c'est juste une précision que je voulais apporter par rapport au BIC pour le cas du Sénégal. Donc, le BIC ne se limite pas seulement aux banques, mais c'est une obligation pour les institutions de l'article 44. Ah, OK. Alors, qui ont l'obligation de consulter et de renseigner sous peine de pénalité par la commission bancaire de l'UEMOA. Alors, mais pour les institutions qui ne sont pas de l'article 44, donc ce n'est pas une obligation, ils peuvent consulter, hein, donc, mais ne postent pas. Mais pour les institutions de l'article 44, c'est une obligation. Parce qu'ils produisent au même niveau que les banques. D'accord. Voilà, c'est juste une précision. Merci. Merci beaucoup pour les différentes interventions. Hein. C'est très intéressant. Ça montre que le webinaire vous a beaucoup intéressé. Alors, il y a des questions dans la boîte questions-réponses. Il y a quelqu'un qui demande, qui demande qu'est-ce qu'on peut faire comment on appelle, pour les clients qui se cachent derrière la crise pour ne pas payer. Est-ce que vous avez des astuces à lui donner pour... OK. Oui, bon, on a toujours eu ça, des clients qui se cachent derrière des difficultés qui n'existent pas. Donc, c'est de respecter les règles en termes de suivi des prêts en retard. Donc, d'abord, on est dans une période où tous les retards doivent être connus et tous les retards doivent être relancés le jour même ou le lendemain plus tard. Les relances téléphoniques, il faut ajouter les relances écrites. C'est une période où on doit laisser, les agents de crédit ne peuvent plus rester trop vieux. Donc, on fait la relance. Le client ne s'exécute pas dans les délais suivant les procédures de chaque institution de microfinance. On passe, par exemple, à la rencontre des cautions, s'il y avait des cautions. Donc, pour l'amener à comprendre qu'il faut payer. Il ne le fait pas. Bon, on fait une autre rencontre. Mais vous savez, dans nos procédures, dans les institutions de microfinance, et surtout par rapport aux coopératives, on a l'habitude d'aller vers le client, de se porter vers le client avec un ou deux autres membres de la coopérative pour lui mettre un peu la pression.
Donc, il faut qu'ils comprennent lui mettre cette pression. Il est vrai qu'on peut également même aller jusqu'à la phase contentieuse, comme nous le faisons, si vraiment il refuse de payer. Mais il faut surtout insister sur le fait que nous continuons à faire les crédits. Parce que dans cette période, certaines personnes seront réticentes à payer simplement parce qu'ils se disent, est-ce qu'ils vont encore donner? Voilà pourquoi dans mon développement, j'ai dit, il ne faut jamais suspendre systématiquement tous les crédits. Il faut continuer à renouveler pour les gens. Il faut qu'à côté de ce client, celui qui a fini de payer reçoive encore son crédit. Mais avec les nouvelles, en prenant en compte tout ce que j'ai dit par rapport aux nouvelles dispositions à prendre pour ces clients. Donc, je pense qu'avec tous ces éléments normaux, les gens devraient pouvoir... Merci beaucoup, M. Amegbeto. Dernière question de Chaheri Saïd. Il voulait savoir comment on gère les crédits qui étaient déjà en contentieux avant la période de pandémie pour poursuivre le recouvrement. Et quel est le meilleur moyen utilisé pour recouvrer les crédits en souffrance dans une coopérative? Est-ce que vous avez des astuces, des solutions à lui donner? Bon, en fait, d'abord, par rapport à la première partie de la question, c'est qu'il ne faut pas se dire il y a Covid, on ne va plus. Les gouvernements, pour la plupart, au Bénin, ils ont dit on ne veut pas un regroupement de plus de 10 personnes. Donc, nous avons respecté ça. Mais on a continué à faire toutes les activités de suivi et de regroupement. J'ai même organisé des campagnes de regroupement dans cette période. C'est-à-dire qu'on va vers les gens, on discute avec eux, on met un peu la pression. Dans tous les cas, le fait qu'ils nous voient. Voilà. Donc, il ne faut pas arrêter. Mon problème, c'est qu'il ne faut vraiment pas arrêter. Maintenant, le regroupement dans une institution de microfinance, bon, souvent on base tout sur l'amiable, mais aujourd'hui, la plupart des clients comprennent que bon, ils vont venir, après ils vont revenir peut-être un mois après. Donc, il faut que si nous voulons faire l'amiable, à un moment donné, lorsqu'on sent que le client est précassant, ne peut pas payer, on arrive vers la justice. Je pense qu'on le fait aujourd'hui. Même si on n'avait pas un titre exécutoire, on n'avait pas un acte notarié, on peut aujourd'hui faire une injonction de payer, commencer par faire une sommation, après l'injonction de payer. Et s'il y a plusieurs clients, quand on arrive à ce stade et qu'un huissier déjà a fait une sommation de payer, ils viennent payer. Ils comprennent que ça a changé. Donc, dans cette période, par exemple, les huissiers ont continué à travailler pour nous. Tous les actes qui doivent être faits sont faits, mais dans le respect des règles barrières pour que le client comprenne que ce n'est pas parce qu'il y a Covid qu'il ne faut pas rembourser les crédits. Ouais, donc, surtout, on a eu un argument qui a fait sourire beaucoup de personnes, ceux qui disent qui étaient déjà avec des crédits en souffrance, bien des crédits de plus de 6 mois en retard, 8 mois en retard, et qui disent non, mais c'est Covid qui fait que je ne paie pas. On dit non, vous ne payez pas avant. Même en Covid, maintenant, vous devez payer. Donc, mais ça a permis de recouvrer des centaines de millions dans cette période. Pas beaucoup de dizaines de millions. Merci. Ok, je pense que nous allons arrêter notre séance d'aujourd'hui à ce niveau-là. Merci à notre communicateur vraiment qui s'est montré très disponible, qui a donné tout ce qu'il connaissait sur le sujet. Et merci aussi aux participants qui ont été très nombreux aujourd'hui à participer, mais aussi à poser des questions. Je pense que nous avons essayé avec le communicateur de vous donner des réponses. Bon, si vous voulez approfondir cette question toujours avec notre expert, notre communicateur, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons organiser pour vous des séances spécifiques avec lui en termes de coaching pour un peu orienter vos équipes de gestion de crédit pour les amener en cette période de pandémie à bien se comporter et surtout à atteindre les objectifs, hein, à gérer au mieux les risques pour que le portefeuille soit sauvegardé parce qu'on voit bien que c'est important pour nous d'avoir en cette période des portefeuilles de qualité parce que sans ça, nos institutions risquent d'avoir des difficultés pendant la période. Nous allons toujours continuer nos webinaires. La semaine prochaine. Oui, allô? Oui? Allô? Oui. Allô? Oui, c'est M. Amegbeto? Non, ce n'est pas moi. Ah, ok, c'est qui a la parole? Allô? Je ne vois aucun micro ouvert ici. Ah, pas, ok, d'accord. Donc, nous allons continuer à faire nos webinaires et la semaine prochaine, nous allons parler un peu plus de la gestion globale des institutions de microfinance en période de pandémie et nous aurons l'opportunité d'échanger avec un directeur d'institution de microfinance qui va nous dire comment, par rapport aux effets de la crise, comment lui gère l'institution et quels sont les éléments, les domaines auxquels il apporte une attention particulière à cause
de la période de la pandémie. Donc, nous espérons vous retrouver encore nombreux la semaine prochaine pour nos webinaires. Et nous voudrons vous remercier une fois encore pour la participation. Et nous allons vous envoyer après cette séance le support PowerPoint, vous pouvez l'avoir. Le support vidéo du webinaire, vous pouvez aussi l'avoir. Nous allons vous l'envoyer. Et nous vous remercions sincèrement pour la participation. Monsieur Breton, merci beaucoup pour cette assistance, cette générosité que vous avez fait à l'endroit de notre cabinet. Et merci à tous.